de l'agglo. Non, j'ai sauté. Là. Alors, 55, 64, 74. Bon, j'ai le plan climat, on va parler du plan climat. Hein. Le plan climat qui a été mis en place, hein, qui est en train de se mettre en place, on appelle PCAET, qui a pour objectif donc de baisser nos consommations d'énergie, améliorer l'efficacité énergétique et de viser à plus de sobriété. Également de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les sources de polluants atmosphériques du territoire, et également d'adapter le territoire aux effets de changement climatique afin d'en diminuer la vulnérabilité. Plaine Vallée a choisi d'appliquer l'ensemble des acteurs du territoire dans ce plan climat, avec dans un premier temps une mobilisation des élus, des agents, et également maintenant du public et des acteurs économiques. En 2023, il y a validation du plan d'action dans le comité de pilotage du 13 avril 2023 et soumission du PCAET à l'autorité environnementale en octobre 2023. En 2024, on attend le retour de l'avis de l'autorité environnementale et la réponse de Plaine Vallée donc pour cet hiver, est mise à disposition pour consultation publique ensuite et prise en compte des avis des habitants de Plaine Vallée, donc qui va se faire bientôt. Voilà pour ceci. Et puis également, oui, alors, la collecte des traitements des déchets, un petit mot hein, sur la collecte qui est faite par Émeraude au niveau de Montmagny. Je rappellerai que pour les encombrants, on a le camion des Métox qui vient une fois par mois sur le parvis de la salle des fêtes et qui peut ramasser les pots de peinture, qui peut ramasser les radios, qui peut ramasser les néons, qui peut ramasser beaucoup de choses toxiques, les produits toxiques. Les Manimontois s'en servent pas beaucoup parce qu'ils préfèrent renverser les pots de peinture sur les trottoirs. C'est quand même certainement beaucoup plus joli pour le cadre de vie. Merci à eux. Également une déchetterie fixe que l'on peut utiliser, qui est tout à fait accessible rapidement entre Sarcelles et Villiers-le-Bel. Une déchetterie mobile une fois par mois à Deuil-la-Barre, aux Mortefontaines. Et puis le calendrier que vous avez de sortie des encombrants. Alors bien évidemment, il est plus facile de les sortir n'importe quel jour. C'est mieux également pour le cadre vie. Chacun aime bien que ce soit sale partout dans la ville. Et ils sont récompensés par tous ces habitants peu scrupuleux. Au niveau de la taxe foncière, on peut lire une colonne sur le syndicat La Tome, qui représente en gros 300 € par feuille, qui correspond en moyenne à 3 personnes, ce qui fait une centaine d'euros par habitant. Et l'on voit que chaque année, le syndicat collecte pour 100 € par habitant 280 kg d'ordures ménagères, 45 kg d'emballage ménager et de papier, 20 kg de verre et 19 kg de végétaux. Pour 100 €, s'il y en a qui peuvent faire des économies, qu'ils n'hésitent pas. Je suis toujours preneur d'économie. L'assainissement également. Et puis, en dernier lieu, un petit mot sur les piscines. Donc, pour l'instant, au niveau de l'agglo, il y a 2 piscines. La piscine Maurice Gigouin à Aisanville, qui est toute neuve, ainsi que la piscine d'Andilly-Soisy, La Vaille. Il y a également la piscine de Montmorency, mais qui n'est pas une piscine intercommunale, hein, qui est une piscine qui appartient à un syndicat avec 8 communes et qui devient de plus en plus vétuste puisqu'elle s'est faite dans les années 60. Il est donc prévu de refaire une piscine supplémentaire sur la commune de Deuil-la-Barre à la place de la patinoire. Et donc, quand elle sera finie, on pourra fermer la piscine de Montmorency de façon à la rénover et à la mettre au goût du jour. Mais on ne peut pas le faire sans avoir
piscines ouvertes donc, à Deuil-la-Barre, parce qu'elles sont vraiment énormément de fréquentation par les primaires, par les collégiens, par les lycéens, et puis également par toutes les associations. Donc, on rattrapera le manque de piscines sur la communauté d'agglomération. Voilà, en quelques mots, les choses importantes du rapport d'activité 2023 de l'agglomération. Avez-vous des remarques sur ce rapport d'activité? Monsieur Capmarty. Oui. Si je ne me trompe pas, page 60, je crois. Page 60. 60. Si je ne fais pas erreur. Il était prévu la construction de 850 logements par an sur 7 ans, donc jusqu'en 2027. Il n'en a été réalisé que 222. Oui. Ben, vous savez, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on nous laisse faire, parce qu'on nous met des entraves partout. C'est trop beau de construire puisqu'on manque de logements. Donc voilà, quand on veut construire quelque chose, il faut passer 4-5 ans avant de pouvoir poser la première pierre. Oui, mais enfin, bah oui, donc entre ce que l'on souhaitait faire et ce que l'on réalise. Alors il était prévu, je crois, c'était 55 logements sur Montmagny par an. Hein, c'est ça. Voilà, donc on verra au bout du compte combien on en aura réalisé. Mais pour l'instant, nos projets, comme le projet en face la gare d'Épinay-Villetaneuse, eh bien, il attend toujours de lever tous les obstacles de l'environnement. Notamment avec la modification 7 du PLU. Avec la modification 7 du PLU, mais enfin. On verra tout à l'heure au point 12. Voilà, et puis il y a également un cône de vie sur le clocher de Sainte-Thérèse, tout en haut. On l'aperçoit, on l'entrevoit, donc ça pose des problèmes. Voilà, donc il vaut mieux ne pas voir le clocher de Sainte-Thérèse que de construire. C'est triste. oui, mais enfin, 850 qui était prévu, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Ben, C'est- écoutez, s'il y il faut avait en faire 850 500 000 en France, on n'en fait S'il pas y avait 240 000. logements de prévus, logements HLM de prévus, on en fait que 222. Ouais. Je ne comprends pas. Ben, moi, je comprends. Qu'est-ce que c'est que tout ce document qui prévoit des choses et qui ne les fait pas? Ben, je viens de vous expliquer. Oui, d'accord. Je ne peux pas vous en dire plus. Ok, mais c'était Moi, 850 il qui y en étaient a prévus. 160 qui Mais attendent. il y en avait 850 de prévus. Donc on n'a rien fait. Parce que 222 par rapport à 850, c'est rien. Ensuite, page 69, à propos des parkings, on ne parle pas de celui des 3 communes. C'est curieux. Ben non, vous savez bien qu'aujourd'hui, la SNCF n'est plus favorable à faire des parkings à côté des gares. Donc le parking Non, des mais 3 moi, je parle communes je sera parle d'une pris dans le projet que nous avons, dont je viens de vous parler, en face de la gare d'Épinay-Villetaneuse. Et le parking actuel, il va sauter encore. Il saute. Oui, c'est ça, il saute. On aurait pu le dire. Oh, ça fait longtemps que je l'ai dit. Ça fait longtemps qu'on le dit, aussi C'est pas une bien surprise. au conseil municipal que dans les réunions de Oui, mais- quartier et dans les réunions concernant les révisions de nos différents documents d'urbanisme. Il est vrai qu'au niveau de l'environnement, ce parking posait de sérieux problèmes. Donc il a été décidé de le fermer. Apparemment, les nuisances qu'il entraînait par rapport aux riverains ont cessé. Si on le rouvrait, je pense que les différents trafics qui s'opéraient sur ce parking reprendraient, donc il convient de le laisser fermer. Et il permettra donc de construire un peu plus de 100 logements en entrée de ville sur la rue d'Épinay, sur la route de Saint-Leu. D'autres questions? Non. Donc c'est un donné acte hein, que le rapport a bien eu lieu. Le point 3, c'est l'adhésion au groupement de commande pour la reliure des actes administratifs et ou de l'état civil avec le CIG, le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. Alors, le CIG a constitué autour de lui un groupement de commande qui a notamment pour objet la passation pour le compte des membres du groupement d'un marché de prestation de services pour la reliure des actes administratifs et ou de l'état civil, opération rendue obligatoire par le décret du 11 juillet 2010 pour les actes administratifs et l'arrêté du 22 février 68 pour les actes d'état civil.
Le groupement de commande évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet bien évidemment d'obtenir des tarifs préférentiels. C'est tout le but. À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commande a été établie. Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commande. Elle désigne le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur, ce dernier notamment chargé de procéder à l'organisation de la procédure de passation du marché et de procéder au choix du titulaire. À ce titre, la commission d'appel d'offres compétente est celle du coordinateur du groupement de commande. La Convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. La Convention précise que la mission du CIG, comme coordonnateur, ne donne pas lieu à rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les frais occasionnés pour le fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet de facturation aux membres du groupement. Ça me va très bien. Et il appartient donc à chaque membre du groupement d'examiner, d'adopter et d'autoriser son exécutif à signer l'engagement contractuel d'adhésion au groupement de commande. La délibération qui sera adoptée constituera l'annexe 1 de la convention constitutive. Il vous est donc proposé d'approuver la convention du groupement de commande désignant le CIG comme coordonnateur tel que jointe en annexe et de m'autoriser à la signer. Avez-vous des remarques à formuler? S'il n'y a pas de remarques, c'est tout simple. Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point que j'aime bien, la création, la suppression de postes et l'autorisation de recourir à du personnel contractuel. Alors, au niveau de la direction des affaires culturelles, pour recruter un professeur de violon à la suite de son départ, je vous propose de créer un poste à raison de 20 heures, à temps complet, parce que c'est 20 heures pour un professeur de violon, 20 heures hebdomadaires de catégorie B au grade d'assistant d'enseignement, et de supprimer les 2 postes qui concernaient l'ancien poste avec des grades différents. Pour pallier les besoins de service, également dans les affaires culturelles, je vous proposerai de créer un poste permanent de professeur d'alto qui ne sera plus de 11 heures, mais de 12. Donc on crée un poste à 12 heures, on supprime le poste à 11 heures. Au niveau de la direction de la petite enfance, suite au départ pour mutation interne d'un agent d'auxiliaire de petite enfance, je vous propose de créer un poste permanent d'auxiliaire de petite enfance à temps non complet de 28 heures et de supprimer celui de 35 heures. Suite à l'impossibilité de stagiairiser un agent sur le poste d'auxiliaire de petite enfance qui ne remplit pas les conditions pour pouvoir être stagiairisé, je vous demande de m'autoriser à avoir recours à des personnels contractuels de catégorie C. Ce sera la même chose au niveau de la direction de la vie scolaire et périscolaire pour un agent sur le poste d'ATSEM. Je vous demanderai également de m'autoriser à avoir recours à des personnels contractuels. Et également pour le poste d'un agent de restauration et également pour le poste d'un agent d'entretien. Voilà. À la direction des ressources humaines, maintenant, suite au départ d'une gestionnaire paye et carrière et de l'arrivée d'un gestionnaire paye et carrière, je supprime les 2 postes qui correspondent à l'ancien poste, c'est-à-dire le grade d'adjoint administratif et le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Au niveau de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement, je vous propose, suite à la réussite d'un concours, de créer un poste permanent d'assistante de direction et chargée de l'urbanisme opérationnel de catégorie C au grade d'adjoint administratif principal et de supprimer, bien évidemment, son ancien poste au grade d'adjoint administratif. Et suite au départ par voie de mutation externe de la directrice, on supprimera son poste de catégorie A au grade d'attaché. Au niveau de la direction de la vie scolaire et périscolaire, suite à la possibilité, ça je l'ai dit, donc on va passer à une promotion interne. On crée donc un poste permanent de responsable vie des écoles à temps complet, avec un rédacteur principal de 2e classe. On supprime son ancien poste. Et également, suite à une réussite de promotion interne, on crée un poste de chef de cuisine au grade d'agent de maîtrise et on supprime son ancien poste d'adjoint technique principal de 1re classe.
Au niveau de la direction de l'aménagement et du cadre de vie, on crée un poste permanent de responsable des bâtiments fluides et éclairage public au grade d'agent de maîtrise et on supprime l'ancien poste qui était au grade d'adjoint technique principal de 2e classe. Voilà. Également, au niveau des directions des espaces publics, dans la perspective de remplacer un agent parti en mutation externe, on crée un poste permanent de chauffeur à raison de 17h30 et on enlève l'ancien poste à raison de 35 heures. Et pour répondre à un besoin de renfort, on crée un poste permanent d'agent polyvalent des espaces verts à temps complet à raison de 35 heures. Au niveau de la direction des systèmes d'information, pour répondre à un besoin de renfort, on crée un poste non permanent occasionnel de technicien à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie B au grade de technicien. À la direction des affaires juridiques, on supprime le poste qui avait été créé, puisqu'on a fait une réorganisation suite au départ de son directeur. Au niveau de la direction générale, suite à une réorganisation, au départ de ma secrétaire et de la mutation interne de la secrétaire du DGES, on crée un poste permanent d'assistante de monsieur le maire et du directeur général des services. Vous voyez, on avait anticipé le discours du Premier ministre. On supprime également, bien évidemment, les 2 postes qui sont laissés vacants. Au niveau de la direction des finances et des marchés publics, suite à la démission du responsable des marchés publics, on crée un poste permanent de catégorie B ou de catégorie A et on supprime le poste permanent de responsable des marchés publics de 35 heures de catégorie A au grade d'attaché. Et suite au futur recrutement du responsable des marchés publics, on supprime un poste non permanent occasionnel. À la direction de la communication, pour permettre la continuité du service sur le poste de chargé de communication, graphiste, motion des seniors, on autorise le recours à des personnels contractuels. Voilà pour ces créations, suppression de postes entre le dernier conseil municipal et celui-ci. Avez-vous des questions à formuler sur ce point 4 ? Monsieur Capmarty. Oui, pardon. Pour les 2 postes violons supprimés pour un créé, donc il y a moins de besoins. Il y a toujours les mêmes besoins, mais une répartition qui est différente. Ce qui nous permet de supprimer 2 postes. Ce qui permet d'avoir un poste. Oui, c'est ça, de récupérer un poste. Bah, c'est les directives du Premier ministre, si vous avez écouté son discours de politique générale. Il faut supprimer combien de postes dans la fonction publique ? Un certain nombre. Oui. Un nombre certain, surtout. Oui. Et pour les ressources humaines, c'est la même chose. On supprime 2 postes. Non, on ne supprime pas de poste. Il y avait 2 postes ouverts pour voir où ils se mettaient, mais on a remplacé une qui était à la direction des payes et carrières par un qui est à la direction des payes et carrières. Donc 1 pour 1. D'accord, 1 pour 1. D'accord, ça marche. Si vous le voulez bien, s'il n'y a plus de questions, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 5, c'est l'instauration du plan de formation 2024-2025. Et je donne la parole à monsieur Bernard Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc, on continue sur le volet relations humaines. Donc, avec un classique qui concerne le plan de formation qui est revu chaque année. Donc, vous aviez des annexes, le plan de formation lui-même, comprenant donc les axes, les orientations stratégiques, ainsi que les différentes formations. Ceci dit, un truc intéressant, à savoir les bilans des années antérieures. Et on peut constater que chaque année, l'accroissement des bénéficiaires de formation est de plus en plus important, puisqu'en dernière année, on arrive à 127 personnes, c'est-à-dire en 2023, en partant de 27 en 2021. Et la prévision pour l'année prochaine,
on arrive à 180, enfin pour cette année plutôt, à 186 personnes en formation, donc en accroissement de compétences professionnelles. Deuxième annexe, donc l'ensemble des formations définies. Et enfin, donc, le règlement de formation qui a été défini par l'organisme pour lequel on passe, le CNFPT, qui reprend aussi les objectifs, les différentes modalités de formation, ainsi que les modalités pratiques en ce qui concerne le financement et, on va dire, la logistique. Voilà en ce qui concerne le plan de formation. Donc, il est de proposer au conseil municipal d'approuver ce plan. Y a-t-il des remarques sur ce plan de formation? S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 6, c'est la signature d'une convention relative à la mise à disposition d'agents du CIG de la Grande Couronne pour une mission d'archivage. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc là, il s'agit d'un truc un petit peu spécifique, puisqu'en fait, l'archivage, c'est quand même une chose importante dans la conservation des données et que ça se renforce sur le plan réglementaire. Donc maintenant, on est arrivé à vraiment à avoir des professionnels, sachant qu'au niveau de la commune, on n'a pas forcément les compétences nécessaires. Donc on a décidé de faire appel au CIG, qui a la compétence, de façon à pouvoir déjà acquérir cette compétence et à avoir déjà, on va dire, un accompagnement pour mettre en œuvre les dispositifs et les compétences. La convention en elle-même donc est d'une durée de 3 ans et l'estimation financière pour la collectivité en heures travaillées effectives donc est de 47h50, ce qu'on ne retrouve pas vis-à-vis des organismes privés dédiés à ça. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention. Y a-t-il des remarques sur cette convention? Bon, c'est un renouvellement, hein, s'il n'y en a pas. Je passe au vote. Ouais, Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 7, c'est la signature d'une convention relative à la mise à disposition d'agents du CIG pour l'accompagnement et le suivi de conformité du règlement général sur la protection des données, ce que l'on appelle le RGPD. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc oui, là en fait, il s'agit d'une remise à plat aussi de ce qui avait déjà été mis en place de manière obligatoire précédemment. Donc là, il s'agit d'une réactualisation avec des spécialistes du RGPD, sachant que au niveau réglementation, il y a pas mal de choses qui ont évolué, notamment dans l'exigence du consentement vis-à-vis des concitoyens. Donc, il est demandé d'approuver cette convention qui permettra aussi de monter en compétence en local à terme. Des remarques sur ce point? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Le point 8, c'est la signature de l'adhésion à la Convention de la participation prévoyance proposée par le CIG à compter du 1er janvier 2025. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc là, on est dans le domaine de la protection sociale pure, à savoir donc tout ce qui est la partie prévoyance, je rappelle donc longue maladie, arrêt de travail, longue maladie, invalidité, décès, et la partie mutuelle, c'est-à-dire santé. Donc, il est proposé donc d'adhérer à la convention de l'opérateur dédié par le CIG, à savoir c'est le groupe Vive, parce qu'en fait il y a deux types de modalités, à savoir soit par désignation, enfin au niveau de la communauté pure, soit par, on va dire, convention, à savoir on rejoint un groupe collectif en fait. Comme on est dans la deuxième phase, enfin
enfin la deuxième partie évoquée, c'est ce qui a été évoqué. Donc là, on est purement dans le collectif, donc on rejoint un groupe collectif, ce qui correspond au privé, en fait, aux conventions collectives et aux différents opérateurs donc par rapport à ça, au niveau financier, ce qui avait été évoqué, à savoir que la participation salariale, ouais c'est ça, c'est du 50-50, ouais. Et donc ça représenterait, donc vous avez la grille tarifaire en fonction des effectifs sur la deuxième page de la délibération, ça va de 30 € pour l'adhésion pour une collectivité de moins de 10 agents à 2400 € pour plus de 2000 agents. Donc il est proposé d'adopter cette convention. Y a-t-il des remarques sur cette convention qu'on a déjà vue au niveau du CCS? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 9, c'est la revalorisation du plafond annuel de l'indemnité de télétravail. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc là, c'est du classique. Chaque année, donc, on revoit l'indemnisation du télétravail. Donc, 2023 a été de 2,88 € par journée. En revanche, le plafond annuel de l'indemnité passe de 253 à 282 € par an. Donc, il est demandé d'approuver ces modalités d'indemnisation financière. Merci, monsieur Laborde. Ah, monsieur Camarty, j'étais persuadé que vous alliez réagir. Non, c'est rien. C'est pour savoir simplement le quantitatif de personnes ou le quantitatif d'heures pour à Montmagny, c'est combien? Nombre de jours, peut-être. Nombre de Nous, jours. ceux qui peuvent, parce que bien évidemment, Oui, il y en a bien qui ne sûr. peuvent pas faire du télétravail, de par leur travail. Mais sinon, c'est un jour qui est accordé par semaine. Oui, mais il y a combien de personnes qui l'utilisent? Une centaine. il me Ah, semble- une trentaine. J'entends mal. Oui, parce que Une trentaine. une Mais c'est vrai trentaine. que quand vous êtes aux cuisines, c'est quand même difficile de faire du télétravail. C'est une trentaine alors, c'est Ou ça? c'est les Une espaces trentaine. verts ou à l'accueil. Oui, d'accord, oui. Ok. Merci. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 10, c'est la révision générale du plan local d'urbanisme, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable qu'on appelle le PADD. Et bien évidemment, je donne la parole à François Rose. Merci, monsieur le maire. Donc, avant de présenter cette note, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a deux procédures en cours. L'une est la révision générale du PLU, qui est le point numéro 10 de notre ordre du jour, et par ailleurs, il y a au point numéro 12 la modification 7 du PLU. Donc, il ne faut pas confondre les deux procédures. La présente délibération a pour objet le débat sur les orientations du PADD dans le cadre de la procédure de révision du PLU. Le PLU de la ville de Montmagny a été approuvé il y a déjà très longtemps, puisque c'est le 21 décembre 2006, a été modifié à différentes reprises 6 fois dans le passé, puisqu'aujourd'hui on fait la modification, la 7e modification. Cependant, l'évolution des textes législatifs et réglementaires ainsi que les besoins de développement de la commune rendent nécessaire une refonte globale des documents d'urbanisme. De ce fait, la commune a prescrit par délibération du 14 septembre 2023 la révision globale du PLU et la définition des modalités de la concertation. Plusieurs objectifs ont été définis, tels que adapter les orientations, les dispositions graphiques et réglementaires du PLU aux nouvelles lois en vigueur, poursuivre la mise en compatibilité du PLU avec les documents supracommunaux tels que le SDRIF, le plan de déplacement urbain d'Île-de-France, le plan local d'habitat intercommunal,
Le plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France, le plan climat, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs avec Monsieur le maire dans le cadre du rapport sur la CAPV, donc le PCAET. Définir au regard des prévisions démographiques et socio-économiques les besoins de la commune en matière de logement, d'équipement public, de transport et de mobilité durable et de services à la population. Maintenir le seuil obligatoire des 25% de logements sociaux, actuellement on est à 26,6. Élaborer un nouveau PADD adapté aux spécificités du territoire communal. Celui-ci devra être en lien avec les enjeux identifiés dans les orientations d'urbanisme environnemental et économique qui seront à définir. Actualiser les emplacements réservés et les servitudes d'utilité publique. C'est à partir de ces objectifs à poursuivre ainsi que du diagnostic territorial et état initial de l'environnement que les grandes orientations du PADD ont pu être identifiées. La concertation engagée et active, notamment autour de la réunion publique qui s'est déroulée le 2 avril 2024, ainsi que les parutions dans le journal de la ville, le Magny-Montois, et sur le site internet de la ville, a permis de recueillir les observations et remarques des Magny-Montois. Ce travail de co-construction a aidé à mettre en exergue les enjeux de la définition des grands axes du PADD, c'est-à-dire renforcer la qualité de la vie, préserver le patrimoine bâti existant, améliorer les déplacements sur le territoire, assurer la transition écologique et préserver les ressources naturelles, encadrer le développement des projets d'aménagement et de requalification urbaine ou de préservation des espaces naturels. Alors, nous avons un petit document à projeter qui est celui-ci. Donc, là, vous avez l'entête avec le ciel gris derrière la mairie. C'est vrai que cette année, la météo n'est pas favorable. Ensuite, donc là, c'est le rappel du texte du Code de l'urbanisme. Ensuite, la page suivante vous donne les grands axes. La page 4 également. Et nous arrivons donc à la page 5. Donc la page 5, on indique que pour renforcer la qualité du cadre de vie, il faut favoriser le rayonnement économique, l'attractivité de la commune en améliorant le tissu commercial, notamment de proximité, de maintenir et renforcer les services les commerces de proximité. C'est ce qu'on s'est efforcé de faire d'ailleurs avec la requalification du centre-ville ces dernières années. On va essayer de poursuivre cette même chose. Créer un environnement favorable au maintien et au développement des activités et de l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que l'emploi ne se dégrade pas sur la ville de Montmagny, même s'il ne progresse pas considérablement. Ensuite, il y a résorber l'habitat indigne et lutter contre la précarité énergétique, comme je lis au tableau. Améliorer le parc de logements existant, notamment dans le centre ancien. Être attentif à une offre résidentielle renouvelée. Rechercher une plus grande qualité de logement dans les constructions neuves, c'est-à-dire qu'on veille à ce que les normes, par exemple d'isolation et autres, soient particulièrement respectées pour éviter les consommations énergétiques abusives. On veille aussi à favoriser toutes les déclarations de travaux qui sont faites pour faire des isolations thermiques des bâtiments, sauf, bien entendu, dans le périmètre de la chapelle Sainte-Thérèse, quand l'architecte des bâtiments de France s'y oppose, parce qu'il considère qu'une meulière qui est recouverte d'une isolation n'est pas toujours très esthétique. En troisième point, requalifier les espaces publics, poursuivre le réaménagement des espaces publics structurants avec une exigence de haute qualité d'usage, mettre en œuvre un projet de requalification du Mail Curie par sa configuration et par la réintroduction du végétal, poursuivre également la réflexion quant à la création des cours oasis menés sur la ville. Ça concerne les cours de récréation des écoles, pour qu'il y ait un peu plus d'arbres et un peu plus d'espace vert. Développer une offre de logement pour tous, améliorant la fluidité du parcours résidentiel. Donc il y a dans ce point à poursuivre les opérations de requalification urbaine de l'habitat et assurer une grande diversification de l'habitat dans le cadre des nouvelles opérations et également de la ZAC de la Plante des Champs qui contribuera à la création de logements comme le souhaitait tout à l'heure M. Capmarty. Favoriser la mixité sociale au sein du parc locatif en maintenant un taux supérieur à 25% des logements sociaux.
et en instaurant un taux de 30% de ces logements dans les programmes nouveaux, c'est-à-dire dans les programmes qui auront 10 logements et plus, non, de plus de 10 logements, pardon, on prévoit 30% de logements sociaux afin de favoriser d'une part la mixité et d'autre part de maintenir le taux qui en réalité aujourd'hui sur la commune est de 26,6%. Après, il y a en 1.5, on a conforté et amélioré la qualité des entrées de ville. Donc on veut valoriser les entrées de ville depuis les départementales. Tout à l'heure, monsieur le maire parlait de l'entrée de ville du côté de la rue d'Épinay. Donc elle en fait partie. Poursuivre la requalification des entrées de ville au niveau de la gare. Ben oui, c'est marqué dans le point suivant, d'Épinay-Villetaneuse au sud, ainsi que sur le secteur des Trois Cornets. Donc sur le secteur des Trois Cornets, on a créé une zone d'activité économique avec la CAPV, qui ira à terme jusqu'à peu près 10 000 m² de locaux d'activité quand les 3 zones seront réalisées, et qui est créatrice d'emplois. Accompagner la requalification de la nouvelle entrée de ville au niveau de la gare de Deuil-Montmagny, séquencer les nouvelles voiries réalisées dans le cadre du projet suppression du PN4 pour inciter les circulations apaisées. Donc là, sur ce point, nous avons eu des réunions publiques dans le passé qui vous montraient les nouveaux tracés de cette voirie. À titre d'exemple, la rue Guinemer comprendra une piste cyclable qu'elle n'a pas aujourd'hui, ainsi qu'un trottoir nettement amélioré pour aller de la gare au lycée. Les nouvelles voiries qui seront créées seront équipées d'une piste cyclable et de trottoirs de part et d'autre des voiries créées, c'est-à-dire celle qui longera le lycée et le stade et qui connaîtra un coude pour passer sous les voies de chemin de fer après l'équipement sportif du lycée. Et ensuite, accompagner la requalification. Oui, mais ça, on passe au point suivant maintenant, à la page suivante. Répondre aux besoins actuels et futurs des maniementiaux en équipement public, créer des espaces de vie et des lieux de rencontre, notamment dans le cadre de la ZAC de la Plante des Champs. Donc là aussi, c'est pour créer des logements, mais également, vous avez une zone naturelle sur la ZAC de la Plante des Champs d'un peu plus de 2 hectares qui sera maintenue en zone naturelle et qui sera transformée en parc urbain. Soutenir les actions de reconquête progressive menées sur les espaces naturels de la butte Saint-Vincent. Donc on peut voir que le projet en collaboration avec Île-de-France Nature avance bien. D'ailleurs, il y a eu une inauguration d'une nouvelle partie de ce parc il y a quelques mois, et c'est une réussite. Juin. Pardon ? En juin. En juin, oui, il y a quelques mois. Le 2 juin. Oui. Conforter les équipements actuels en poursuivant la rénovation des groupes scolaires, l'agrandissement de la médiathèque pour faire plaisir à Marie-Noël Flotterer, de Pergame notamment. Renforcer l'offre en équipement scolaire, de la petite enfance, de la santé, pour la réalisation d'un groupe scolaire avec accueil de loisirs, d'une crèche sur la ZAC de la Plante des Champs. Donc il y aura une crèche qui normalement devrait être créée sur la ZAC de la Plante des Champs, mais également une autre sur le PTM qui devrait voir le jour dans de nombreux mois, voire 1 an et demi, 2 ans. Soutenir l'innovation du service de l'inclusion et de l'accessibilité des personnes à situation de handicap. Être attentif donc à la création de lieux et d'espaces inclusifs permettant au public fragilisé d'accéder aux services, répondant à leurs besoins. Être attentif à la réalisation d'aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, arrêt de bus, qui d'ailleurs vous pouvez voir sur la ligne 256, tous les arrêts de bus sur la commune de Montmagny ont été réhabilités et réaménagés, rehaussés pour permettre l'accès notamment des fauteuils roulants par exemple. Suivante. Donc là vous avez donc, on va passer à la page suivante aussi. Donc après, pour préserver le patrimoine bâti, nous instaurons des règles d'urbanisme favorisant la sauvegarde du patrimoine culturel, urbain, architectural et paysager en adoptant les règles du PLU. Donc il y a valoriser le patrimoine bâti et paysager de Montmagny. C'est-à-dire qu'on essaie quand même au maximum de garder le patrimoine bâti tel qu'il est et de ne pas trop le voir disparaître. Et limiter l'intensification urbaine dans le centre ancien et mieux encadrer l'urbanisation des tissus pavillonnaires en maîtrisant la diversification parfois anarchique et observée. Donc il y a affirmer les identités et les caractères des différents secteurs urbains et par des dispositifs réglementaires spécifiques, préserver la morphologie des quartiers pavillonnaires et mieux encadrer sur l'urbanisation. C'est-à-dire que là, on limitera à terme la possibilité de la bande constructive qui passera par exemple de 40 mètres à 25 mètres.
ce qui empêchera par exemple des parcelles en drapeau qui peuvent être aménagées en deuxième rang sur la rue par exemple d'Épinay. Encadrer et maîtriser l'offre de logement en favorisant la mixité sociale en cas de construction et de réhabilitation et de changement de destination. Donc là, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les 30% de logements dans tous les nouveaux projets de plus de 10 logements. L'accompagnement par l'ABF de l'instauration d'un périmètre délimité aux abords de la chapelle Sainte-Thérèse. Alors sur ce point, je ne sais pas si on a une planche sur le périmètre. Non. Donc actuellement, on a un périmètre, un rond, qui part de la chapelle Sainte-Thérèse et qui fait 500 mètres de diamètre. Non, de rayon, pardon. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre rayon et diamètre. Dans l'avenir... Non, c'est le double. Oui, c'est le double, c'est exactement, oui. Dans l'avenir, ce périmètre ne sera plus de 500 mètres. Donc, nous avons proposé il y a quelques mois un nouveau tracé qu'on a soumis à l'architecte des bâtiments de France afin de l'intégrer à notre révision du PLU. Bien entendu, comme il aime avoir la paternité des choses, il nous a proposé un périmètre qu'on doit faire adopter, qui correspond comme par hasard au millimètre près à ce qu'on a proposé, mais c'est quand même à son initiative que nous l'avons. Et donc, je vous proposerai dans quelques mois de l'adopter quand on finira le parcours du combattant de la révision du PLU. Ensuite, pour améliorer les déplacements sur le territoire, il y a l'amélioration de l'intermodalité et le maillage des moyens de transport. Donc il y a l'amélioration de l'accessibilité aux transports en commun et inciter à leur usage. Poursuivre les réflexions d'ores et déjà engagées en faveur d'une grande régularité des transports en commun. S'assurer d'une mise en cohérence du réseau de bus dans l'objectif de mieux irriguer certains quartiers moins bien desservis. Nous sommes actuellement pour parler ou en discussion avec le CIREG pour la création d'une ligne qui partirait du barrage et qui viendrait vers le centre-ville, voire éventuellement qui irait un peu au-delà jusqu'à la gare d'Épinay-Villetaneuse. Mais enfin déjà, si elle venait jusqu'au centre-ville, elle pourrait se raccorder après à la ligne 37, enfin ancienne ligne 37 qui est devenue 1537 pour aller à la gare d'Épinay-Villetaneuse. En plus, cette ligne favoriserait le quartier du barrage pour les collégiens qui vont à Copernic, les lycéens qui vont à Camille 500, et puis pour rejoindre les gares qui se situent sur le territoire de Montmagny, qu'elles soient à Deuil-Montmagny ou à Épinay-Villetaneuse. Encourager le développement des modes alternatifs de déplacement, développer les nouvelles voies de circulation douce en cohérence avec la trame existante, définir des liaisons entre les voies internes et les opérations d'aménagement d'ensemble à créer et le tissu urbain existant, sécuriser et rendre attractifs les cheminements existants autour de des polarités communales, accompagner le désenclavement du Serail et du quartier des Lévriers, les lotissements attenants. Donc on prévoit dans la création de la ZAC de la plante des champs des circulations douces, que ce soit piétonnes ou cyclistes. Préserver et valoriser les centres piétonnes existantes et les structures végétales qui les bordent. Oui, c'est mieux quand elles ont des arbres que quand elles ont des murs. Faciliter la fluidité des déplacements, les flux de circulation au cœur de ville et les secteurs d'urbanisation nouvelles seront améliorés par une réorganisation notamment du réseau PN4, projet global du BIP, qui apparemment, depuis qu'on a écrit ce document, a pris un peu de plomb dans l'aile, puisque certains élus n'ont pas le courage de résister aux écolos. Poursuivre l'aménagement des voies de circulation en tenant compte de leur aspect sécuritaire et paysager. Optimiser la question du stationnement, développer davantage l'offre de stationnement, en sachant toutefois qu'on le verra plus loin à un autre moment, que quand on est à 500 mètres d'une gare, on est un peu limité en la matière. Pour assurer la transition écologique et préserver les ressources naturelles, donc à protéger les espaces de nature et les continuités écologiques en limitant l'étalement urbain. Ça consiste à identifier et assurer une connexion entre les différents supports de biodiversité, en assurant les trames vertes. Donc là, je vous invite à retenir ce que c'est qu'une trame verte, une trame bleue, une trame noire, une trame marron. Ça évitera qu'on nous pose des questions après, puisque les définitions sont indiquées dans ce paragraphe. Accompagner la renaturation
du rue du Haras sur la rue Jules Ferry, notamment en accord avec le syndicat, enfin avec le CIAR tout simplement, et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Alors l'agence de l'eau Seine-Normandie, c'est plutôt, je dirais, un bailleur de fonds dans ces opérations. Par contre, la collaboration avec le CIAR est très bonne, puisque nous sommes en zone naturelle sur la rue Jules Ferry concernant le CIAR. Nous avons un partenariat avec la SAFER. Dès qu'une parcelle naturelle est en vente, nous avons une alerte de la SAFER et on voit avec le CIAR si ça l'intéresse ou pas pour acquérir des parcelles afin de pouvoir revoir les berges du rue du Haras plus tard. Il faut savoir qu'actuellement, le CIAR a acquis une parcelle récemment qui longeait la rive gauche du rue du Haras, si on peut parler de rive sur le rue du Haras, qui faisait à peu près 50 mètres de long, ou 100 mètres de long, ce qui est déjà pas si mal. Accompagner et soutenir la mise en œuvre du projet de parc national de la Butte-Pinson, donc ça se fait essentiellement avec Île-de-France Nature. Poursuivre les actions de valorisation menées sur le PNR de la Butte-Pinson. La valorisation du domaine de la Butte-Pinson intègre également une opération de relogement de 120 familles issues de la communauté des logements du voyage sédentarisé, que M. le maire a abordé tout à l'heure quand il a abordé le bilan de la CAPV. Préserver et mettre en œuvre la trame verte et bleue par l'instauration d'une nouvelle OAP. Donc l'OAP, c'est l'organisation de l'aménagement et orientation. Et le P, c'est et de programmation, voilà. Donc, mettre en place donc, les trames vertes et bleues à l'échelle du territoire communal pour préserver les éléments paysagers, valoriser la continuité écologique et préserver l'ensemble des espaces verts du territoire, sans oublier les trames brunes et vertes dont vous avez eu la définition tout à l'heure. Planifier un développement raisonné et économe en consommation de l'espace. Maintenir l'équilibre entre une nature préservée et une urbanisation maîtrisée, orientée vers une opération de renouvellement du tissu urbain sur les secteurs dévalorisés et obsolètes, dans le respect des potentialités offertes par les documents supranationaux. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Montmagny pour la période de 2012-2021 est estimée à 2,75 hectares. Ensuite, dans le respect des orientations du schéma directeur de l'environnement de la région Île-de-France, voté le 11 septembre 2024, la collectivité affiche des projets d'extension urbaine, 6 hectares 2 environ pour permettre la création de la ZAC de la Plante des Champs, créée par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2023, et 0 hectare 5 pour permettre l'aménagement du bassin de rétention lié à la déviation du PN4. On arrive au bout. Promouvoir les opérations d'aménagement durable et les éco-constructions à différentes échelles de la ville. Donc favoriser les opérations d'aménagement durable et les éco-constructions dans les projets. Poursuivre les efforts menés au terme d'économie d'énergie et imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements des obligations en matière de performance énergétique et environnementale. Si nous voulons l'imposer aux autres, on se l'impose à soi-même aussi, puisque quand on a fait des travaux de réhabilitation à séminaire, on a veillé à ce que les isolations thermiques soient réalisées. Accompagner le déploiement de zones d'accéléré des énergies renouvelables sur le territoire communal dans le cadre de la ZAC de la Plante des Champs. Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique en liant la mobilité aux projets urbains, en améliorant les modes de circulation automobile, en créant des liaisons douces dans un souci de développement durable, donc à valoriser les alternatives aux déplacements aux voitures individuelles qui émettent des gaz à effet de serre, privilégier la valorisation et l'extension des pistes cyclables existantes et création de nouvelles pistes cyclables, notamment à l'occasion de nouvelles opérations de construction, mais même en dehors des opérations de construction, on va essayer de raccorder actuellement la piste cyclable qui est rue Maurice Berthaud avec celle qui est au niveau de la rue Pelletier, puisqu'il manquait un maillon et que ça faisait un peu discontinu. On va essayer de mettre en place une continuité dans les jours ou semaines qui viennent. Préserver et mettre en valeur les sentiers piétons, identifiés sur la commune et développer davantage sur le territoire, favorisant ainsi le déplacement piéton.
Poursuivre le développement des bornes de recharge pour les voitures électriques. Vous avez pu voir que, par exemple, sur le parking de la mairie, nous en avons installé 2, ainsi que sur la place de la salle des fêtes, me semble-t-il. C'est-à-dire que je ne vais pas souvent charger ma voiture électrique parce que je n'en ai pas une, donc j'ai du mal à vous dire la deuxième où elle se trouve. Préserver le cône de vue, notamment sur le parc de la Butte-Pinson, donc ça concerne particulièrement la rue de Pierrefitte. Développer les bonnes pratiques environnementales, poursuivre la transition écologique du territoire en encourageant par le biais du PLU la rénovation thermique des bâtiments pour lutter contre la précarité énergétique. Maintenir le développement de communications numériques, faciliter les performances de télécommunications de l'ensemble du territoire communal et l'adapter aux besoins futurs. Il faut voir que la fibre est quasiment maintenant installée sur toute la commune. Si je vais revenir 2 secondes sur le point 4.8, nous verrons aussi le problème de la précarité énergétique dans le cadre du développement du permis de louer qui sera abordé au point 11 et qui nécessite de vérifier que les normes sont bien préservées. Ensuite, prendre en compte et informer sur la portée des risques et des nuisances, prévenir donc les risques naturels et prendre en compte les nuisances liées à la nature des sols. Donc ça concerne le gypse, les sols argileux et autres. Donc pour encadrer le développement des projets d'aménagement, requalification urbaine et préserver les espaces, donc il y a poursuivre la mise en œuvre du projet de la ZAC de la Plante des Champs, poursuivre l'accompagnement de la CAPV dans le développement et la requalification des zones d'activité économique présentes sur le territoire de la commune. Donc ça concerne à la fois le PTM et les 3 Cornets. Là, vous avez un petit calendrier des opérations à venir, enfin de la suite du processus. Et j'en ai fini. S'il y a des questions à poser, ben, allez-y. Le débat est ouvert. Qui veut intervenir? Monsieur Carpmarty. Oh, juste, dans les 26,6% de logements sociaux qui est à Montmagny, est-ce qu'on a toujours dedans l'EHPAD, les maisons de retraite et les logements universitaires? Bah, écoutez, ils sont toujours sur la commune, oui. Oui. Parce que dans le temps, ils n'y étaient pas. Dans le temps, il n'y avait effectivement des logements sociaux. Les 144 logements étudiants ont toujours été oui, incorporés dedans et les oui. places à l'EHPAD également. Bon, ça dépend de la nature des logements sociaux, ça dépend avec l'organisme qui... Ça diminue notablement les réels logements sociaux pour la population. Oui, mais bon, les étudiants sont contents de pouvoir être logés. Dans des conditions mais pas trop... ça, c'est pas la question. Oui, la mais question, ça permet quand même aux étudiants d'être logés dans des conditions bon, pas trop onéreuses. Parce que si on avait affaire à du privé, vraiment privé, la redevance qu'ils paieraient chaque mois serait considérablement plus élevée. Donc, on ne peut pas on peut pas nier le fait que cette résidence étudiante qui est sociale contribue à mettre des gens qui sont plus dans le besoin que si on avait une résidence étudiante complètement privée. On est à 12 minutes de Paris, Paris-Nord, donc c'est quand même intéressant pour les étudiants parce que vous connaissez le prix d'un logement sur Paris. Pour les étudiants, et encore sans commodité, et en 5e, 6e étage sans ascenseur. Oui. Mais enfin, bon, on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont sur l'université de Villetaneuse aussi. Oui. Mais dans le temps, dans les 25%, à l'époque d'ailleurs c'était 20%, il n'y avait pas ces habitations-là. Et là, on a mis ces habitations-là pour diminuer effectivement le nombre de logements sociaux pour les familles. Il est inexact de dire que c'est pour diminuer. Oui, c'est pour diminuer. Non, c'est pas pour diminuer, c'est qu'ils sont des logements sociaux. Ça, c'est votre point de vue, pas le mien. Et ils sont dans le tableau que la préfecture nous a envoyé concernant les logements sociaux. Ils sont là, ils existent et on les conservera comme tels. Mais le but initial de cette création de la résidence étudiante qui est sociale n'était pas de diminuer le nombre de logements sociaux. Ce n'était pas l'objectif recherché quand nous avons accepté la construction de cette résidence étudiante dans les années 2010. Si je le pense. Et les 30% dont vous parlez sont prévus pour quel délai ?
Quand la révision du PLU sera définitivement adoptée, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un calendrier en dernière page. L'adoption, normalement, si le calendrier est respecté, devrait avoir lieu en juin 2025. Donc à partir de juin 2025, toute opération de plus de 10 logements devra comprendre 30% de logements sociaux. En fonction de... Pardon ? En fonction du nombre de logements, c'est-à-dire au-delà de 10. Toute construction nouvelle ou réhabilitation d'un ensemble immobilier devra comprendre 10% Si on de construit logements 30 sociaux. logements, il faudra en faire 9 D'accord. logements sociaux. Pas d'autres questions? D'autres remarques? Monsieur Mention. Juste question, ce document a été partagé parce que je ne le trouve pas dans... Non, il Non. n'était pas partagé. On je l'a dis- finalisé et cet si vous- après-midi, et hein. si vous regardez débat du PADD, 3 octobre 2024, Voilà, c'est pour ça. Donc, il aurait été difficile de vous l'envoyer vendredi alors qu'il est daté du 3 octobre 2024. donc, du Nous coup, n'avons pas encore la Mais machine on vous le à compter mettra le temps. en... donc il va arriver après En enfin, pièces, prévu, après, bien sûr. par les- Mais par contre, on pourra vous l'envoyer par mail Oui, parce que- global dès demain matin, si quelqu'un est capable de vous l'envoyer dès demain matin, mais enfin rapidement en tout cas. donc on pourra éventuellement revenir dessus s'il y a d'autres questions, parce que là on le découvre et peut-être voilà. Bah, c'était, Oui, on prochain ça reprend conseil- les grands axes Oui, qui voilà, étaient dans la délibération. Bon, prochain conseil, ça peut faire l'objet de questions orales. par exemple, voilà, Par exemple. sur les trames noires, par exemple, il y avait ce qui était voilà, savoir comment définir un peu mieux et plus Oui, précisément. pour voir les parce que- chauves-souris, comment elles circulent Voilà. dans la ZAC de Par la plante des champs à venir. Par contre, ne parlez pas du papillon. Pas encore. Le Téclin, non, on a une Le allergie técla au mort Téclin. qui a été trouvé sur place, parce que celui-là, je voudrais bien qu'on m'en montre au moins un vivant. Ouais, vote. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, Monsieur Capmarty. Le reste pour, je vous remercie. Le point 11. Le permis de louer, modification du périmètre, puisqu'il est déjà instauré depuis un petit moment. Et donc, on va modifier son périmètre. Je passe la parole à François Rose. Encore. Alors, le rappel de la réglementation, bon, donc, afin de lutter contre l'habitat indigne, la loi Allure du 24 mars 2014 a instauré le permis de louer, dispositif qui permet aux collectivités d'appliquer les mesures de contrôle des biens mis en location. Donc, il existe deux dispositifs sur le permis de louer et sur le permis de diviser. Le dispositif s'applique à la fois aux logements vides et aux logements meublés loués à titre de résidence principale et dans le périmètre des habitats fragiles. Le parc social, les baux commerciaux et touristiques sont exclus. C'est-à-dire que, par exemple, les organismes sociaux ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le bailleur souhaitant faire une demande d'autorisation préalable à la mise en location devra remplir un formulaire établi par le ministère du Logement et y annexer les diagnostics immobiliers obligatoires réalisés dans le logement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'étais sur le document du PADD, afin de contribuer aux économies d'énergie. On imposait, donc, dans le cadre du permis de louer, qu'il ne soit pas, par exemple, en F ou en G, par exemple. Tout bailleur souhaitant louer un logement susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants, à la salubrité publique, se verra opposer un refus, avec précision sur la nature des travaux à réaliser. Des amendes pourront être infligées par l'État aux bailleurs récalcitrants, pouvant aller jusqu'à 15 000 € en cas de récidive. L'amende peut être appliquée s'il n'y a pas de demande de permis de louer et en cas de rapport circonstancié relevant des infractions au règlement sanitaire départemental ou insalubrité. La commune de Montmagny a mis en place le dispositif d'autorisation de mise en location. Donc, on va rappeler que l'instauration du permis de louer, donc, normalement, c'est la communauté d'agglomération qui devrait l'avoir. Elle a délibéré à ce sujet le 18 mai 2022. En accord avec cette dernière, par délibération du 30 juin 2022, le conseil municipal de Montmagny a mis en place la dite convention entre la communauté d'agglo et la commune. Donc, le permis de louer, par délibération du conseil communautaire du 5 octobre, une convention cadre a été signée le 10 novembre et on a fixé à l'époque 8 secteurs, que je ne vais pas vous reprendre, qui est dans votre note de présentation,
concernés par le permis de louer et que vous retrouvez d'ailleurs sur le plan qui est au tableau. C'est ce qui est de couleur brune ou beige, je ne sais pas, oui, brune ou beige, voilà, comme vous voulez. Tout logement... Pardon ? Ocre, me dit Madame Flotterer. Donc on dira qu'elle est On ne va ocre. pas vous contredire. Tout logement mis en location dans ces secteurs doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès des services communaux, quelle que soit son année de construction. Après application du dispositif depuis plus d'1 an, la commune estime que le périmètre se révèle aujourd'hui insuffisant et qu'un contrôle soit insuffisant pour qu'un contrôle soit pleinement efficace. La commune, en concertation avec la communauté d'agglo, a donc décidé de réviser le zonage d'application du dispositif. Il faut savoir aussi que quand on reçoit un dossier de permis de louer, ça nécessite une visite, ça nécessite l'intervention des services urbanisme et la police municipale. Avant d'étendre ce service, on a dû examiner quand même la charge de travail que cela pouvait représenter pour les services de la ville. Je crois qu'en 1 an, on en a eu à peu près une petite dizaine de permis de louer sur les secteurs qui sont de couleur ocre. Donc nous avons décidé d'étendre ce périmètre pour les 2 secteurs que vous voyez sur le plan qui sont de couleur bleue. C'est bien bleu, hein ? On est bien d'accord sur le bleu. Donc, afin d'avoir un dispositif plus efficace, il est aujourd'hui proposé de revoir les modalités d'application du permis de louer en ajoutant 2 secteurs supplémentaires afin de cibler les nouvelles zones d'habitat les plus fragiles et de bloquer les mises en location non conformes à la loi. Ainsi que d'avoir une meilleure connaissance du marché de mise en location, d'assurer une veille, d'alimenter un observatoire et d'inciter les propriétaires à réaliser des travaux. L'extension de ces périmètres nécessitera la signature d'un avenant de la dite convention cadre à passer avec la communauté d'agglo. Donc, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant et puis de vous écouter s'il y a des questions. Y a-t-il des questions sur ces 2 secteurs, secteur 9 et secteur 10, que l'on rajoute pour le permis de louer? S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 12, c'est maintenant la modification numéro 7 du PLU. Donc, et le bilan de concertation, Monsieur Rose. Merci, Mais Monsieur le maire. il faut attendre que je te donne la parole. Tout à l'heure, oui, merci. Oui, c'est vrai, je brûlais les étapes. Je suis pressé d'en finir, c'est ça exactement. Bon, donc tout à l'heure, comme je disais, dans le PADD, nous avions déjà eu 6 modifications. Donc aujourd'hui, on aborde la 7e, qui avait pour but de créer un sous-secteur UCC afin de permettre la densification de l'îlot rue de Villetaneuse. Donc c'est le 20 rue de Villetaneuse, ce magnifique bâtiment en mauvais état, qui est concerné d'ailleurs par le permis de louer, que nous voudrions bien, qui malheureusement d'ailleurs n'a pas été intégré dans la ZAC de la Jonction il y a une vingtaine d'années, ce qui est Je ne regrettable. comprendrai jamais pourquoi. Ben oui, mais les voies de l'époque sont impénétrables. Ouais. De créer un sous-secteur UCV1 pour permettre la densification de l'îlot dans le secteur d'Épinay-Villetaneuse. Donc nous en avons également parlé tout à l'heure dans le cadre des entrées de ville et de la suppression du parking sur question de M. Capmarty. Supprimer des secteurs qui concernent la ZAC de la Jonction close en 2017. Alors, il faudrait que j'en trouve mon plan là. Donc il faudrait passer... non, ce n'est pas cette page-là, c'est la page suivante, s'il vous plaît. Je crois que... Non, c'est pas encore celle-là. Attendez, je vais vous dire quelle page. C'est quelle page? Page 3. Oui, c'est celle-là. Ah, il n'y a pas de plan sur la page 3? Si. Si? Non, mais il n'y a pas le plan concernant la ZAC de la Jonction. Allez, d'accord. Il n'y a pas le plan concernant la ZAC de la Jonction au petit 2. Bon, donc on va passer au point suivant. De toute façon, tout le monde connaît la ZAC de la Jonction. Donc après, il y a reclassé une partie de la zone UEP en zone UG. Donc là, ça concerne... je cherche le pointeur. Ah, il est là. Il est là. Cela concerne donc l'arrière de la chapelle Sainte-Thérèse, la rue Bruno. Donc c'est ici, c'est ce que vous avez là en rouge. Donc on en fait exprès, on me supprime mon tableau.
Donc aujourd'hui, vous avez une zone ici qui sera transformée, donc comme je viens de l'indiquer, en cette zone UG. Voilà. Supprimer et créer des nouveaux emplacements réservés en vue de réaménager l'espace public et créer des jardins familiaux. Donc là, on passe à la page suivante. Tu veux le faire oui. Ah, bah, si tu Non, veux. non, mais c'est mieux, tu es plus en face, parce que moi, je ne suis pas gaucher, j'ai du mal. Oui, mais c'est pas lui du trio. Donc là, vous avez un secteur sur le... Attendez, on est où là? Sur la plante des... sur la rue Jules Ferry, voilà. Ensuite, donc c'est juste après le collège. Toutes les parcelles qui se trouvent quand on va vers le centre de Montmagny, à gauche, en allant vers le collège, sont concernées. Sur à peu près, ça concerne, je crois, 6 parcelles. Ensuite, il y a la création de liaisons destinées au mode actif le long des voies de chemin de fer. Donc là, c'est ce chemin, notamment ce chemin latéral, qui sera amélioré dans ce cadre. Modifier certaines dispositions du règlement, donc, et ajouter des informations en vue de faciliter la compréhension. Donc là, sur l'ajout pour la compréhension, donc on arrive à la page 6. Donc vous avez le plan d'exposition, oui, zone C, qui est en place depuis déjà assez longtemps, mais par contre, dans les documents d'urbanisme que nous avions, il n'était pas, je dirais, dessiné de façon facile à lire pour les habitants. Donc nous créons ce document qui permet de voir exactement où en marron clair, en beige, quelle couleur tu veux donner, Marie-Noël, à ça? Ocre? Non? Bon. Donc la partie la plus élevée, la plus foncée, donc, est la zone concernée par la zone C du PEB, et ce qui est en dessous ne l'est pas. Il faut voir par exemple, quand on est sur la rue du 11 novembre, il est difficile de délimiter les endroits qui sont concernés et qui ne le sont pas. Par exemple, si vous prenez le cabinet du kinésithérapeute ici, vous avez un coin de son bâtiment qui est en zone C et le reste de son bâtiment qui ne l'est pas, à titre d'exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, dans le cadre de la procédure, la commune a saisi par courrier daté du 23 décembre 2022 l'autorité environnementale d'une demande d'examen du cas par cas, conformément à l'article R 104-35 du Code de l'urbanisme. Ensuite, dans son avis, la mission régionale d'autorité environnementale, en date du 16 février 2023, a obligé la commune à réaliser une évaluation pour la modification du 7 du PLU. En application de l'article 40 de la loi du 7 décembre 2020, qui modifie le régime d'évaluation environnementale des plans de programme, et des articles L103.2 et L103.3 du Code de l'urbanisme, les objectifs et les modalités de la concertation avec le public ont été définis par délibération du Conseil municipal du 27 juin 2024. Donc, il avait été donc proposé de mettre en place un dispositif, mettre à disposition un dossier de concertation en mairie du 8 juillet au 9 septembre 2024, de mettre en ligne le dossier de concertation sur le site internet de la commune du 8 juillet au 9 septembre, de mettre à disposition un registre de concertation en mairie, de rédiger un article dans le bulletin municipal, de définir les mesures de publicité de cette délibération, publicité au recueil des actes administratifs de la commune, publicité dématérialisée sur le site internet de la commune. Je ne vais pas vous lire l'adresse mail, ça me fatiguerait. Affichage en mairie de Montmagny de la durée, pour une durée d'1 mois. La volonté d'associer les habitants à la modification 7 du PLU s'est traduite dans les faits. Les différentes personnes ayant pris part à la concertation ont pu participer à l'élaboration de la modification du PLU, apportant leur contribution à la traduction réglementaire. Le bilan de concertation apparaît ainsi positif. La concertation a permis de conforter le projet de modification du PLU élaboré par l'équipe municipale, de le compléter et de l'enrichir. Il convient donc de dresser un bilan favorable de la concertation qui a permis de mener à bien cette modification 7.
Voilà, donc vous avez les différents plans, vous les avez eus avec votre note. Est-ce que maintenant il y a des questions? Des questions sur cette petite modification numéro 7, Monsieur Capmarty. Donc, pour le stationnement des voitures, sur le point 9, au point 9, on a une place pour un logement privé et une demi-place pour un logement social, si j'ai bien compris tout. Donc, il faut avoir une demi-voiture pour se garer. Il faut une demi-voiture. Maintenant, on peut prendre une moto, il n'y a que 2 roues. Bien sûr, par exemple, oui. Donc, si vous voulez quand même... Non, mais je veux dire que la réglementation est un peu particulière, puisque depuis très longtemps, la loi SRU prévoit que les logements sociaux ont le droit qu'à une place, et les logements normaux dans notre PLU ils nécessitent 2 places. On ne peut pas imposer de plus d'une place dans les logements sociaux. Par contre, la législation indique que quand on est dans un périmètre de 500 mètres d'une gare, ce nombre de places de stationnement est divisé par 2. Donc nous ne fait qu'appliquer ce qui nous est imposé par la législation. Je reconnais, tout comme vous, M. Capmarty, qu'avoir une demi-voiture ou une moto alors qu'on a une voiture, c'est pas facile à garer quand on a le droit à une demi-place. Mais il faut partir de l'idée que les places en logements sociaux sont mutualisées, que tout le monde n'a pas de voiture, et que le législateur a imaginé que quand on était à 500 mètres d'une gare, la proportion de personnes qui n'avaient pas de voiture permanente était relativement nombreuse. Moi, personnellement, si je pouvais choisir, je mettrais une place pour tout le monde. Oui, surtout qu'il y a quand même en logement social des familles avec des grands-enfants. Oui, c'est vrai, mais dans ces cas-là... C'est pas une demi-voiture. Non, mais vous avez tout à fait raison, M. Capmarty. C'est au moins 2 voitures. Ah, mais vous on est avez tout à d'accord fait avec raison. vous. On le voit dans le logement privé, que les familles qui s'étendent avec des enfants qui deviennent adultes, même déjà une famille avec un père et une mère, ils ont souvent 2 voitures, et donc quand on arrive des enfants adultes, ils en ont plusieurs. Le législateur et Mme Duflot a estimé que pour les logements sociaux, il en fallait moins. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce qui nous... Et on ne peut rien faire. Même si, à titre personnel, je trouve, comme vous, absurde ce texte. Non, mais au point de vue municipal, on ne peut rien faire contre ça. Ah non, on ne peut pas. Ah ben non, si on pouvait, on le ferait. C'est dommage pour une fois qu'on est d'accord. Ah oui, non. Pourquoi Bon, c'est pas que pour une fois, avec M. Capmarty, ça arrive quand même plus d'une fois qu'on est d'accord. D'autres remarques sur cette modification numéro 7? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Capmarty. Le reste pour. Le point 13, c'est l'adhésion au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du département du Val d'Oise, le CAUE 95. Monsieur Jean-Luc Leroy. Merci, monsieur le maire. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du département du Val d'Oise, CAUE 95, est une association départementale dont la mission d'intérêt public est définie par la loi numéro 77-2 du 3 janvier 1977 et mise en place en 1978 par le Conseil général du Val d'Oise. L'article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture précise ses missions comme suit. Le CAUE a pour vocation de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de la participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Il contribue directement ou indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations ou des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il fournit aux personnes qui désirent construire des informations et des conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leurs bonnes insertions dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'architecture, d'urbanisme ou d'environnement. Dans le cadre de ses missions légales, le CAUE 95
qui n'est pas un prestataire de service, mais un organisme de conseil, mène avec les collectivités qui le souhaitent des actions concertées pouvant être formalisées par des conventions qui ne correspondent ni à un acte marchand ni à une vente de prestations. L'adhésion permet de soutenir le CO dans ses missions de promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère pour la collectivité de bénéficier de services privilégiés tels que la participation d'un architecte conseiller au jury organisé par la collectivité dans le cadre d'appels d'offres, un tarif réduit aux formations organisées et ou la mise en place de formations personnalisées. Une mise en place de permanence architecturale pour conseiller les habitants dans leurs projets. L'organisation d'opérations de sensibilisation à l'architecture, l'urbanisme, le paysage, l'environnement. Conférences, visites, balades urbaines. C'est dans le cadre de 3 projets d'envergure que la commune souhaite solliciter le conseil du CO 95. Tout d'abord, le projet de transformation des cours d'école en cours Oasis, projet cours d'école élémentaire des Lévriers. Dans le cadre de ces missions de conseil et de sensibilisation, le CO 95 a développé un programme d'action autour de la problématique de la transformation des cours d'école. Le programme en cours Oasis propose d'accompagner par convention les communes dans la transformation des cours d'école en associant tous les acteurs de la cour dès le démarrage du projet. Il s'agit de partager les regards et d'aboutir à un consensus pour un nouvel aménagement de l'espace. Deuxième point, le projet de requalification du Mel Curie. Le futur projet de revalorisation se situe aux rues interconnectées avec le Mel Marie Curie, l'avenue du 8 mai 1945 et la rue d'Épinay. Cet emplacement stratégique présente un intérêt majeur, se positionnant comme un espace interstitiel dans le tissu urbain du quartier sud de Montmagny. Afin de mieux orienter le projet de requalification de ce secteur, la commune sollicite le CO 95 pour établir un état des lieux paysagers et urbains intégrant la question des usages. Cet état de lieu orientera des scénarios et recommandations d'aménagement paysager de l'espace. Troisième point, le projet de création du parc du Rouillon. La commune souhaite transformer une friche naturelle de plus de 6000 m² en un parc paysager ouvert au public. Elle sollicite le CO pour participer au comité de pilotage et établir des conseils sur les différentes phases de conception. Le CO pourra également proposer des temps d'échange avec l'équipe de maîtrise d'œuvre pour établir des orientations architecturales sur le futur projet. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de valider l'adhésion de la commune au CO 95 et de désigner parmi les élus le représentant de la commune de Montmagny dans le cadre de cette adhésion. Alors, y a-t-il des questions sur ce point d'adhésion au CO 95, sachant que l'adhésion est de 1 375 €? Ouais. Non, juste, c'est une première adhésion, c'est pas un renouvellement? Non, c'est une première adhésion. C'est la c'est première ça, fois qu'on va travailler avec eux, mais c'est très intéressant, vu les projets qu'on a, d'avoir quand même un une œil, un expertise regard d'architecte. Ok. S'il n'y a pas d'autres points, qui est-ce qu'on désigne, toi, pour aller à l'Assemblée, pour représenter la commune? Oui, avec Jean-Luc plaisir, Leroy, pas de souci. si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 14, c'est la convention du projet pour le conseil pour le projet de requalification du Mel Curie et pour le projet d'aménagement du parc du Rouillon. Monsieur Jean-Luc Leroy. Merci, monsieur le maire. La municipalité actuelle a toujours manifesté une volonté d'améliorer le cadre de vie des Magny-Montois et est déterminée à agir pour la renaturation, la reconquête de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique et la lutte contre celui-ci. Cette volonté se traduit par un projet de transformation d'une friche naturelle et un futur parc, le parc du Rouillon.
destiné à être ouvert au public et par un projet de requalification du MEL Curie en s'appuyant sur des solutions d'ingénierie basées sur la nature, SIBN. Afin de mieux orienter le projet de requalification du quartier des Sablons, la commune sollicite le CO 95 pour établir un état des lieux paysagers et urbains intégrant la question des usages. Cet état des lieux orientera des scénarios et recommandations d'aménagement paysager de l'espace. Pour le projet de création du parc du Rouillon, la commune souhaite transformer une friche naturelle de plus de 6000 m² en un parc paysager ouvert au public. Elle sollicite le CO 95 pour participer au comité de pilotage et établir des conseils sur les différentes phases de conception. Le CO 95 pourra également proposer des temps d'échange avec l'équipe de maîtrise d'œuvre pour établir des orientations paysagères sur le futur projet. Dans le cadre de ces missions légales, le CO 95, qui n'est pas un prestataire de service mais un organisme de conseil, mènera avec la commune des actions concertées, formalisées par une convention de partenariat qui a pour objectif de définir la commission d'accompagnement de la commune par le CO 95, donc du Val d'Oise. Dans le cadre de ces deux projets d'aménagement, cette convention ne correspond ni à un acte marchand ni à un acte de prestation. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de signer la convention de partenariat conseil pour le projet de requalification du MEL Curie et pour le projet d'aménagement du parc du Rouillon. C'est toujours intéressant d'être drivé par des architectes pour 1 000 € par projet. Ça représente en tout 2 000 € pour les deux projets. C'est vraiment intéressant de pouvoir s'appuyer sur des gens compétents. Avez-vous des remarques à faire? Oui, mais bon, après, il faut quand même signer les conventions, m'autoriser à signer les conventions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 15, c'est l'approbation de la demande de subvention auprès du Fonds d'aide au football amateur de la Fédération française de football pour le changement de revêtement de la clôture du terrain de football synthétique à Lantony, qui est en cours de finition. Absolument. Mouralazi, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique sportive, la commune de Montmagny soutient la pratique sportive des Magny-Montois et les associations en mettant à leur disposition des installations sportives de qualité. Le revêtement du terrain synthétique de football à Lantony du complexe sportif Charles Grimaud, âgé de 15 ans, ne permet plus la pratique des activités physiques et sportives associatives et scolaires dans des conditions de sécurité et de confort de jeu optimales. Par conséquent, il est nécessaire de changer le revêtement du terrain synthétique pour que celui-ci retrouve les caractéristiques techniques demandées pour permettre une pratique du football et des activités physiques et sportives associatives et scolaires optimales, et ce, en toute sécurité. Après étude, la solution retenue est la proposition de la société Politan. Gazon synthétique de fibres extrudées et tuffetées, fibres piquées sur le tapis, garantie 11 ans, à partir de matières premières recyclées qui reprennent l'esthétique et le toucher d'un véritable gazon de football. Le tapis sera associé à une couche de souplesse coulée en place de 25 mm, garantie 25 ans pour optimiser la qualité du jeu. Le remplissage sera assuré par un lestage de fond en sable et un remplissage de granulats en liège naturel en lieu et place du remplissage actuel en SBR, caoutchouc recyclé, et ce, en conformité avec la politique environnementale de la ville. Le tapis proposé répond aux exigences sportives et environnementales de la Fédération française de football. Le changement de tapis sera couplé avec le remplacement de la clôture du terrain où un système anti-dispersion du granulat sera installé. Ces travaux de rénovation ont été validés au cours du conseil municipal du 21 mars 2024 qui a adopté le budget de la ville pour l'année 2024. La Fédération française de football, FFF, via le Fonds d'aide au football amateur, FAFA, peut aider les collectivités porteuses de projets en matière de terrain de grands jeux à hauteur de 80% du coût total. Compte tenu du coût élevé de ces investissements, estimé à 500 000 €, la municipalité souhaite solliciter une aide financière auprès du FAFA.
Si ce dernier accorde une subvention à hauteur de 80% du coût total des travaux, la ville pourrait bénéficier d'un financement à hauteur de 333 600 € maximum. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le dépôt d'une demande de subvention au taux de participation le plus élevé auprès du FAFA de la Fédération française de football. Des questions sur Monsieur Camarty? J'ai été interpellé par pas mal de personnes concernant l'organisation du chantier et le fait qu'on ne pouvait plus aller sur le parking. Le parking a été donc utilisé par l'entreprise très longtemps, trop longtemps par rapport à... D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a toujours les sacs de sable, oui. Et ça devrait être parti depuis longtemps. Et on aurait c'est-à-dire qu'on n'a pas été gâté par la météo, puisqu'ils ont été beaucoup plus longs que prévu à cause de la pluie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'a pratiquement plu tout le mois de septembre. Donc ça a retardé le chantier. Normalement, ça devait être terminé au 15 septembre. D'accord. Par contre, on fait une demande de subvention après avoir fait... Les travaux ont été réalisés cet été et terminés. Oui, c'est possible. Oui, parce que c'est possible. 80%, il y a un enjeu financier énorme. Si on a, tant mieux, mais si on n'a pas, il faut combler. Quoi. Non, de toute façon, on n'avait pas prévu au budget. Et c'est 80% du hors-taxe, toujours. Oui, c'est pour ça qu'on multiplie pas 500 000 par 80%. Bon, on espérait. Bon espoir que... Ouais. Croise les doigts. Non, c'est intéressant si c'est possible. On prendra volontiers. Il y en avait besoin par rapport à la saison aussi qui commence. Il fallait le faire pendant l'été. C'est compliqué de le faire en cours de saison. Non, mais on s'est quand même renseigné. Non. Puis avec Mourad, on va ressortir les crampons. Exactement. On va tacler fort, là. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 16, c'est l'approbation d'une convention de partenariat avec le comité départemental olympique et sportif du Val d'Oise pour encourager l'accès à la pratique sportive, pour sensibiliser aux bienfaits du sport sur la santé, aux valeurs du sport et de l'olympisme. Mourad Azi, c'est à vous. Donc, après le succès évident des Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville de Montmagny et le comité départemental olympique et sportif du Val d'Oise souhaitent se rapprocher pour construire un partenariat vecteur d'action commune, de ressources humaines, pédagogiques, financières et de mise à disposition d'équipements sportifs. Par le biais de ce partenariat, la ville et le CDOS 95 s'engagent à favoriser sur l'ensemble du territoire l'accès à la pratique d'activités physiques et sportives, favoriser l'acquisition d'une culture générale en s'appuyant sur le sport et l'olympisme, promouvoir les valeurs de l'olympisme et l'éthique sportive, favoriser la création artistique, initier des échanges sportifs internationaux, favoriser toute action en faveur du développement durable. La convention sera conclue pour 3 ans à compter de la date de la signature et renouvelable de façon expresse à l'issue du bilan triennal réalisé conjointement par les deux parties. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre le CDOS 95 pour encourager l'accès des Magny-Montois à la pratique sportive et à sensibiliser la population aux bienfaits du sport sur la santé, aux valeurs du sport et de l'olympisme, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention telle que jointe en annexe. Des remarques? Monsieur Camarty? Ce projet, donc, il définit des objectifs, mais en fait, je suppose qu'il devrait reprendre ce qui existe, parce que dedans, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. On peut supposer. Donc, si vous voulez, c'est un projet qui n'est pas neuf. Enfin, il est neuf. Il y a peut-être des choses supplémentaires, mais tout ce qui existe aujourd'hui et qui est fait aujourd'hui, on ne l'indique pas dedans. Aussi, financièrement aussi, d'ailleurs. Donc, on ne sait pas très bien où on va avec ça, par rapport à ce qui... aux activités précédentes.
Le sport et l'olympisme, c'est des valeurs tellement universelles qu'on les trouve déjà dans différentes strates, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, au niveau des différents services, effectivement. Oui, mais on faisait déjà ça Oui. à Montmagny. Donc ce projet, c'est plus un projet, c'est une reprise Après, Oui, on avec avait peut-être déjà des une- suppléments. On avait déjà une convention. avec des suppléments. C'est ça. voilà, mais après, l'idée, c'est aussi de Alors, mutualiser on certains ne sait moyens. pas ce qui existait, on ne sait pas ce qui est nouveau. Ouais. Il y a une mise à disposition de matériel, une mise à disposition de structures aussi, d'infrastructures. Donc, je pense la dernière fois à la fête du sport, lorsqu'on avait mis en place une fête du sport avant les Jeux Olympiques, le comité nous avait fourni des quiz autour de l'olympisme, chose que nous, au niveau du service du sport, on n'a pas. Donc, ça nous permet d'échanger sur certaines choses. C'est surtout suite aux Jeux Olympiques, pour donc promouvoir les valeurs de l'olympisme et l'éthique sportive. Ça redonnait un petit coup de fouet à tout ça. Voilà, c'est exactement ça. Ça existait déjà, oui. C'est vrai qu'on n'a pas attendu les Jeux Olympiques, mais ça dynamise aussi toutes ces actions en direction des Manimontois et des Valdoisiens. Les nouveautés, c'est surtout les échanges que l'on va pouvoir avoir internationaux et également le développement durable. Oui, c'est ce qui est nouveau. Ça. Oui, c'est ça. Mais Mais le reste, ça existe déjà. c'est pas dit dans le projet. Non, tout à fait. S'il n'y a plus de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 17, c'est l'attribution d'une subvention complémentaire municipale à l'association Sprimont-Magny. Monsieur Selvan Amalé. Merci, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, au mois de mai dernier, des manifestations ont été organisées à Montmagny dans le cadre du jumelage avec la ville de Sprimont, manifestation pour lesquelles l'association Sprimont-Magny a été partie prenante. Suite à cette implication, la commune de Montmagny souhaite attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 320 € à l'association Sprimont-Montmagny. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 320 € à l'association Sprimont-Magny. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 18, c'est l'attribution de subventions dans le cadre du contrat de ville 2024. Madame Belvirteno, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Les associations Artem et À Tout Jeu ont toutes deux déposé une nouvelle demande de financement dans le cadre du contrat de ville 2024. Ces deux demandes ont reçu un avis favorable du comité d'arbitrage de la programmation politique de la ville, mais n'ont pas encore bénéficié de subventions en plus de leur financement en droit commun accordé par la ville lors du conseil municipal du 21 mars 2024. Les actions entrant dans la programmation du contrat de ville sont nécessairement cofinancées par l'État et par la ville. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention à ces deux associations au titre de l'exercice 2024 pour un montant total de 1 000 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 19, c'est l'approbation de la convention locale portant sur l'utilisation de l'abattement de TFPB, taxe foncière sur les propriétés bâties, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Madame Elvire-Thénault. Merci, Monsieur le maire. Le nouveau contrat de ville, engagement quartier 2030 de Plaine-Vallée, signé ce matin, donc le 3 octobre 2024, constitue l'outil de référence au travers duquel doit s'organiser la mobilisation de l'ensemble des partenaires intervenant au bénéfice des quartiers prioritaires. La qualité de vie des habitants des quartiers prioritaires constitue un objectif majeur du contrat de ville de Plaine-Vallée. Celui-ci se décline notamment par la mise en œuvre de démarches d'amélioration du cadre de vie et de gestion urbaine de proximité, visant à garantir dans les quartiers prioritaires une qualité de service et un cadre de vie équivalent à ceux des autres secteurs du territoire. La loi de finances 2024 a confirmé la reconduction du dispositif d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies pour la durée du nouveau contrat de ville, et ce, au titre des années 2025 à 2030, pour les organismes HLM situés en quartier prioritaire. Elle a également subordonné le bénéfice de cet abattement à l'existence d'un contrat de ville conclu dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville et de la convention associée signée.
Dans ce cadre, il est proposé de renouveler la convention cadre d'utilisation de l'abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, signée lors de la précédente contractualisation 2015-2023, pour le patrimoine locatif des 3 bailleurs sociaux immobiliers 3F, CDC Habitat Social et ICF La Sablière, implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. À Montmagny, donc, ce sont les quartiers du centre-ville et des Lévriers. À Saint-Gratien, donc le quartier des Raguenay, et à Soisy, le quartier du Noyer-Crapaud. Pour rappel, la première convention fut signée dès 2016 et a été reconduite par avenant jusqu'au 31 décembre 2023, à l'échéance du contrat de ville 2015-2023. Le cadre national d'utilisation de l'abattement de la TFPB du 29 avril 2015, révisé le 30 septembre 2021, établi par le ministère en charge de la politique de la ville et l'Union sociale pour l'habitat, définit les champs d'utilisation de l'abattement à travers 8 principaux axes d'intervention. Le renforcement de la présence du personnel de proximité, la formation spécifique et le soutien au personnel de proximité, le surentretien, la gestion des déchets et encombrants épaves, la tranquillité résidentielle, la concertation ou sensibilisation des locataires, l'animation, le lien social, le vivre ensemble, et enfin les petits travaux d'amélioration de la qualité de service. La présente convention est annexée au contrat de ville 2024-2030 et sera déclinée au travers d'un programme d'action par quartier et par bailleur dans le but de développer et renforcer des actions destinées à améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser la cohésion sociale et urbaine sur les quartiers faisant l'objet du contrat de ville. Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration de la convention, les communes de Montmagny, Saint-Gratien et Soisy-sous-Montmorency ont réalisé pour chacun de leurs quartiers politiques de la ville un diagnostic en marchand, en partenariat avec les représentants des services de l'État, des représentants des habitants et les bailleurs sociaux concernés. Les principales thématiques d'intervention et d'amélioration qui ont pu être ainsi identifiées sur les QPV, sur le champ du fonctionnement résidentiel et de la gestion de proximité relevant du bailleur, concernent les thèmes suivants. La gestion des déchets et des encombrants avec une intervention sur l'amélioration de la collecte, mais également sur les usages et les comportements. La propreté et l'entretien des espaces, notamment les parties communes et les espaces extérieurs. Il s'agira d'intervenir plus particulièrement sur le traitement, l'embellissement et l'entretien des espaces extérieurs, la sécurisation des parties communes et la lutte contre la dégradation. La sécurisation des espaces. Cette thématique renvoie à la réduction de la présence de véhicules ventouses sur les quartiers, mais aussi à lutter contre le stationnement gênant et à la mécanique sauvage. L'amélioration des aménagements urbains, donc éclairage, cheminement piéton, signalétique. La tranquillité résidentielle et la sécurité avec une intervention notamment sur les nuisances sonores, les phénomènes de squat dans les parties communes, les actes de délinquance, les intrusions. Le développement social et local avec une dynamisation commerciale, un soutien aux associations de proximité, des actions de convivialité de lien social, des actions d'insertion. Afin d'associer les habitants des quartiers concernés au suivi et à l'évaluation des programmes d'action, 1 ou 2 membres seront désignés dans chaque conseil citoyen créé sur chaque QPV pour siéger au sein du comité de pilotage intercommunal. En tant que pilote de la mise en œuvre du contrat de ville, Plaine Vallée coordonne la mise en œuvre de la convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB. La convention fera ainsi l'objet d'un suivi au niveau intercommunal, donc par un comité de pilotage intercommunal, et au niveau communal par un comité technique de suivi créé à l'échelle de chaque QPV. Ce comité technique de suivi aura vocation à préparer le document de synthèse qui fera l'objet d'une restitution au comité de pilotage intercommunal. Le comité de pilotage intercommunal sera composé de chaque institution signataire de la présente convention, à savoir pour l'État le préfet ou son représentant, notamment les délégués du préfet, pour les collectivités le président de Plaine Vallée et les maires des communes concernées ou leurs représentants, pour les organismes HLM le directeur territorial ou son représentant, pour les représentants des habitants, la désignation d'un ou 2 membres de chaque conseil citoyen ou de groupe d'habitants. Le comité de pilotage intercommunal se réunit à minima 1 fois par an pour valider les priorités d'intervention, préalablement consolidées en comité technique de suivi par ville, valider le bilan annuel des programmes d'action par quartier et par bailleur, évaluer l'avancée des programmes d'action et leur efficacité concrète sur le terrain. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s'engagent à atteindre un même niveau de qualité de service que dans le reste de leur parc,
en y renforçant leur intervention au moyen notamment d'actions de gestion urbaine de proximité, contribuant à la tranquillité publique, à l'entretien et à la maintenance du patrimoine, à l'amélioration du cadre de vie et à la participation des locataires. Chaque année, les bailleurs sociaux transmettront à Plaine Vallée, aux communes concernées et aux services de l'État, un bilan quantitatif et qualitatif de chaque programme d'action mis en œuvre sur chaque QPV. Ce bilan doit être renseigné dans le tableau de bord proposé dans le cadre national d'abattement de la TFPB à cet usage. Les résultats des actions, transmis par les bailleurs sociaux, seront préalablement validés en comité technique de suivi. Les priorités d'intervention pourront être ajustées annuellement au regard du bilan annuel et entraîner des modifications dans le programme d'action. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention locale portant sur l'utilisation de l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la communauté d'agglomération Plaine Vallée, telle que jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Des remarques sur ce point, Monsieur Capmarty. Les propriétaires d'immeubles qui touchent les loyers des locataires devraient avoir en charge tous les travaux de leur bâtiment et non profiter de la manne des contribuables pour en faire une partie, surtout que cette partie, au dire des locataires, en particulier des lévriers, est dérisoire. Ce n'est pas tellement la manne des locataires, c'est quelque chose que la commune ne touche pas. Et ça représente, puisqu'ils sont exonérés, la somme est donnée aux bailleurs, ça représente quand même 42 000 euros pour la Sablière et 165 000 euros pour U3F. Donc c'est quand même des sommes qui sont importantes et qu'il faut vérifier dans leur utilisation. Ce matin, le préfet a pris la parole et était très clair cette année, et on connaît son dynamisme et on sait bien qu'il va surveiller ce qu'il a demandé. Il faut 50% de sécurité, sur la sécurité, d'utilisation de l'exonération de la TFTB sur la sécurité. Le surentretien, tout ça, il n'en veut plus. Et ça, il a raison. On a suffisamment fait remonter qu'on était contre. Mais on veillera à ce que ce soit fait et que les projets proposés tiennent compte de cela et de nos volontés. Il n'est pas aujourd'hui du tout sûr que nous signions cette exonération avec la Sablière. Ils veulent utiliser cette exonération à 40% pour cultiver des endives à l'intérieur du parking. Il ne faut pas plaisanter. Donc aujourd'hui, je vous dis, il n'est pas évident que l'on signe avec eux cette exonération s'ils ne changent pas de comportement. J'aurais fait un courrier le 9 août, j'attends toujours la réponse, parce qu'il n'est pas normal que 91 logements n'aient aucune place de parking. Aucune. Tout à l'heure, M. Capmarty, vous faisiez à juste titre remarquer que quand on est à moins de 500 mètres d'un parking, il y avait une demi-place de stationnement. Quand on est rue Maurice Berthaud, à 500 mètres d'une gare, pardon, c'est ce que j'ai dit? Un parking. Ah oui. Mais on suit, on n'a qu'une place de stationnement. Vous vous rendez compte que rue Maurice Berthaud, ICF, la Sablière, on se retrouverait avec 0 place pour pouvoir cultiver des endives dans le sous-sol. Je suis tout comme vous un peu interloqué par la situation. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ce point-là? On vote contre? Non, ce point-là, on va voter pour, mais par contre, je ne signerai les conventions avec chaque bailleur que si ce qui est proposé comme action va dans le sens, d'une part proposé par le préfet, dans le sens que nous voulons. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Là, on peut voter pour. Non? Mais là, on ne valide pas les actions. On ne valide pas les actions. On valide le principe. Voilà, c'est ça, tout Oui, à ben, fait. je ne suis pas d'accord sur le principe. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur le principe? Le principe, il ouvre à tout. En particulier aux lévriers, si vous voulez. Moi, j'ai eu des remarques des locataires des lévriers. Hein. Ils disent, ils ne font rien. Il n'y a pas de travaux. Si, c'est pour changer les lampes des
des escaliers, etc. Non, mais Alors ça dépend qu'est-ce que où ça vous veut êtes dans dire les lévriers, parce que je veux bien admettre votre propos si vous êtes sur la copropriété, mais si vous êtes sur les immeubles sociaux dits 3F, je ne suis Oui. pas d'accord du tout avec vous, puisqu'ils font des travaux énormes. Qui bénéficient On m'a dit que aux non. locataires. Donc, au niveau du 41 rue des Lévriers ou du 13 rue Guinemer et 45 rue des Lévriers, non. Il y a des choses qui se font et beaucoup de choses qui se font. Oui. Alors après, c'est vrai qu'on voit la différence entre la copropriété et le dynamisme de la personne qui gère cette copropriété. Et on a tous ces éléments qui ont été faits. On a, avec le volume financier que ça représente. La tête des bâtiments que je viens de vous citer pour voir quand même qu'il y a eu des choses faites par rapport à ce qu'il y a à côté. Mais on a, le 3F par exemple nous donne Oui, bien tout sûr. ce qu'ils ont fait. On a Bien sûr. le volume. Oui, oui, bien sûr. On a un retour. Oui, oui. Nous on l'a pas vu le retour. Non, au lévrier, ce que je reprochais à ce mécanisme d'abattement de TFTB, c'est que le 3F n'est pas propriétaire des surfaces extérieures. Et que donc, lorsque l'on a fait l'aire de jeu, qu'on a refait l'aire de jeu, etc., on a dû mettre beaucoup d'argent et absolument pas financé par cette exonération de TFTB, puisque, comme ce n'était pas leur patrimoine, ils ne pouvaient pas participer. Oui. Et ça, je trouvais ça dommage, parce que bon, ça bénéficiait quand même à leurs locataires. Oui. Et donc, la ville n'avait pas l'argent, mais devait financer à 100%. Ça représente quand même au total 207 000 euros. Oui. Hein. C'est donc de l'argent, 207 000 euros que la commune ne touche pas. Et donc, il faut quand même que ça se voit ce qui est fait. Normalement, c'était l'esprit de cette loi d'exonération de TFTB, c'était pour que ces 207 000 euros, on voit beaucoup plus de choses que 207 000 euros. Et bon, c'est vrai que pour les uns, c'est vrai, pour les autres, non. S'il n'y a plus de questions, on va passer donc au vote en incluant la proposition du préfet de 50%, bien évidemment, sur la sécurité, ce qui est une bonne chose, ça va dans le sens que je voulais également. Je passe au vote. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty. Qui s'abstient? Le reste pour. Je vous remercie. Le point 20, c'est un point que l'on passe chaque année, puisque le recensement est annuel. Recensement de la population, désignation d'un coordonnateur adjoint et autorisation de recourir à 3 personnels non titulaires occasionnels pour l'enquête de recensement de l'année 2025. Monsieur Bernard Narboni. Merci, monsieur le maire. La période de l'enquête de recensement de la population débutera le 16 janvier 2025 pour se terminer le 22 février 2025. Le superviseur de l'INSEE indiquera les échantillons d'adresses concernés par le recensement. Aussi convient-il de procéder à la désignation du coordonnateur de l'enquête, coordonnateur adjoint, et de recourir à 3 personnels non titulaires pour accomplir les missions dévolues aux agents recenseurs. Le coordonnateur de l'enquête est l'interlocuteur de l'INSEE pendant cette période de recensement. Il met en place la logistique, la communication relative au recensement et assure l'encadrement des agents recenseurs. Le coordonnateur est un agent communal désigné par arrêté de monsieur le maire. À ce titre, il peut participer à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement. Les agents recenseurs, donc au nombre de 3, doivent quant à eux posséder certaines qualités, notamment un niveau d'études suffisant, être dotés d'une bonne moralité, rester neutres et discrets. Ils doivent également respecter le secret professionnel et veiller à la stricte confidentialité des données qu'ils recueillent. Ils sont chargés de remplir les feuilles de logement recensant les caractéristiques du logement. Pour cette mission, ils perçoivent 2,50 € net par feuille de logement remplie. De plus, ils ont pour mission de remplir les bulletins individuels qui répertorient les personnels
habitant le logement, avec indication d'éléments, entre autres, comme l'état civil des personnes occupant le logement ou leur situation professionnelle. Pour cette tâche, ils sont rémunérés 1 € net par bulletin individuel rempli. En parallèle, ils bénéficient d'une indemnité carburant pour leur déplacement, compte tenu de leurs fonctions itinérantes, 77 € net par agent pour la période de recensement. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de désigner un agent communal en qualité de coordonnateur de l'enquête. Celui-ci bénéficiera d'une augmentation ponctuelle de son régime indemnitaire correspondant à l'exercice de sa responsabilité de coordonnateur, de désigner un agent communal en qualité de coordonnateur adjoint de l'enquête, d'autoriser le recours à 3 personnels non titulaires occasionnels à temps non complet, grade de référence adjoint administratif de 2e classe au premier échelon, du 16 janvier 2025 au 22 février 2025, de fixer la rémunération à 2,50 € net par feuille de logement remplie et à 1 € net par bulletin individuel rempli, et l'indemnité pour fonction itinérante à 77 € net pour la période du 16 janvier 2025 au 22 février 2025. Des questions sur ce point, sur le recensement? Monsieur Cap-Marty. Il s'agit de quel quartier maintenant? Alors c'est tous les quartiers. Là, on a reçu ce matin les adresses. 177, c'est ça? Non? Oui, c'est ça, 177 adresses à faire. Donc on laisse la même équipe que l'année dernière, hein, puisque ça marche bien. Donc, pas de souci. Il n'y a que 77 adresses à faire? 177. 177, oh. Non? Comme ça. 400? 400. D'accord, alors 400. À 400, d'accord. Moi, j'ai regardé en vitesse, et il y a pas mal d'adresses dans le quartier sud de la ville. Quartier sud. Ah, Bon, enfin, il y en a dans tous les quartiers, hein, quand même. Voilà. Mais bon, à 3, ils se partagent le gâteau. Oui, c'est ça, à peu près. Chaque année, c'est renouvelé comme ça. Oui. Je croyais que ça devait se faire le recensement sur 6 années. Oui, mais statistiquement, oui. C'est ça. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 21. Ce sont les décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations entre le dernier conseil du mois de juin et celui-ci. Y a-t-il des remarques sur les décisions? Monsieur Cap-Marty. Le point 096, la voiture, où on a augmenté le... Comment? Point 096. Oui, c'est sur la voiture. Donc c'est pour une personne ou pour l'ensemble des services? Non, c'est pour une personne. C'est une voiture, on prolonge, on fait un avenant pour prolonger le kilométrage, oui, de façon à le passer à 188 000 km jusqu'au 15 octobre 2025 où on la rendra. Mais ça, c'est pour dans Montmagny ou c'est pour aller chez lui? C'est pour... vous savez, il y a les voitures de fonction et les voitures de service. Hein. Oui, on l'a vu, je crois que c'était au mois de juin qu'on a revoté ce point. Et puis donc ensuite, en 113, le point 113, rien n'est indiqué concernant les tarifs. C'est des cases blanches. Oui, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace dans les cases. Non, ça m'étonnerait. Bon, il y a une augmentation de 4% pour les Magny-Montois et 6% pour les personnes hors Montmagny. D'accord. Et pourquoi c'est pas marqué? Mais je suis en train de vous dire, vous avez vu la case, elle est toute petite. On ne peut pas vous donner tous les tarifs. Maintenant, si vous voulez avoir les tarifs, je peux vous les donner. D'accord. Oui, on ne peut pas les donner, il y en a trop. C'est ça? Non, mais je peux vous les donner. On ne pouvait pas les marquer, mais je peux vous les dire. Les marquer, oui, je comprends. Oui. Et on les aura? Si vous voulez. Sans problème. Oui, enfin, bon, de toute façon, c'est votre décision. Là. Ah, bien sûr. Et donc, ensuite, le 117, c'est pour quel projet? 117. Alors, 117. 117. Ça, c'est
le fonds de concours que l'on demande Voilà. et que je demanderai au conseil communautaire à M. Mention, Marie-Noël, de voter mercredi prochain, c'est pour la rue Jean Missou que l'on a refaite, partie ouest de la rue Jean Missou. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. D'accord. Et ensuite, le 129. Je pense que c'est pour les travaux SNCF. Je suppose quels sont ces travaux? C'est pas le passage à niveau, c'est quoi? Non. Alors, Je suppose, hein. Je vais vous expliquer. On a des parcelles donc, qui sont au bout de la rue Maris-Bastier. Oui. Et donc la SNCF, on est obligé de la mettre à disposition gratuitement. Avec la SNCF, vous savez, on n'a pas beaucoup la parole. Et c'est pour la construction du pont-rail. Donc ça devrait commencer bientôt. La construction du pont-rail se fera donc sur ces parcelles-là. Et c'est la première étape du projet. Les personnes qui habitent dans un petit périmètre autour du projet ont reçu le prospectus, le flyer mis en place par la SNCF. Et donc ce pont-rail devra être rapidement construit puisque vous savez que les dates sont prises à l'avance par la SNCF, mais au moins 2 ans à l'avance. Et donc on sait que le week-end de l'Ascension, ce pont-rail qui sera construit donc sur ces parcelles sera ripé. Donc on cassera les talus, on enlèvera les rails, on ripera le pont-rail construit et on refera donc le talus et on refera les rails. Et puis avant quand même d'envoyer des gens dessus, on testera si c'est solide. Voilà, donc ça se passera pendant le week-end de l'Ascension. D'accord. Ok. Pas d'autres Non, merci. remarques, mais c'est toujours très intéressant de pouvoir avoir connaissance de tous ces points. Le point suivant, il n'y a pas d'information et je n'ai pas reçu de questions orales. Donc, je vous annonce que le prochain conseil municipal aura lieu le 19 décembre et il y aura le point de la modification l'adoption de la modification numéro 7 du PLU. Je remercie donc le public qui nous a regardé sur le live et le public en direct. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de public puisqu'il y avait 4 personnes. On a fait quand même exponentiel. Je remercie bien évidemment les élus et les services municipaux qui ont préparé ce conseil municipal. Et je clôt la séance en vous souhaitant une très bonne fin de soirée. Bon, et bon appétit.